Bienvenue dans La Tête aux Pieds, le podcast qui explore la relation entre le corps et l'esprit. Je m'appelle Adrien Mater, auteur du livre Le yoga pour les hommes. Je suis également formateur et enseignant en yoga et en pilates. Seul ou avec mes invités, je vous donne rendez-vous chaque dimanche pour explorer la façon dont le travail du corps peut influencer de manière positive notre posture physique et mentale, nos relations, mais aussi la société dans son ensemble. Salut Valérie. Salut Adrien. Comment ça va ? Plutôt bien. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, s'il te plaît ? Oui, je suis Valérie Ortiz, je suis danseuse de flamenco depuis toujours. J'enseigne le flamenco depuis très longtemps et j'enseigne le pilate depuis une dizaine d'années. Ok. Et est-ce que tu peux expliquer comment on s'est rencontrés ? On s'est rencontrés il y a une dizaine d'années lors de ma première formation Pilates où c'était une formation mat sur tapis. Et donc, tu as été l'un de mes professeurs. Et voilà, j'avais beaucoup de plaisir. Je me souviens quand tu me donnais cours particuliers les lundis, qui était le jour où je rentrais de tournée, où j'arrivais souvent en vrac et je repartais bien sur mes deux pieds en forme. Ok, ouais, c'était de très bons moments et moi je t'ai vu progresser de façon spectaculaire, donc je suis très content de te retrouver et de pouvoir discuter avec toi. Alors il y a une question que je pose à tous les invités, c'est qu'est-ce que ça évoque pour toi la tête aux pieds ? Même si le corps c'est différents membres, différentes choses et que c'est quelque chose de très complexe, je pense qu'on est bien que lorsqu'on est connecté. Et lorsqu'on est posé dans ses pieds, enraciné, et même si on a peut-être la tête dans les nuages, en tout cas, il y a une continuité entre les deux. Et je pense que cette connexion des pieds, du socle, de la tête, de ses rêves, de ses pensées, c'est essentiel. Ok. Et alors, toi, tu dirais que tu as cette connexion dans ta vie ? Moi, j'essaye en tout cas de faire des choix qui me gardent en adéquation entre ce que j'aime faire et puis, avancer dans la vie, c'est avancer dans une société avec ses contraintes. Donc, c'est un peu le mélange des deux. Ok. Et tu arrives à garder l'équilibre, donc ? Oui, pas trop mal, je pense. Ouais, j'ai l'impression aussi de ce qu'on s'est dit avant l'émission. Ça a l'air plutôt bien. Alors justement, du coup, toi, les pieds, c'est quelque chose de très important parce que donc, tu danses le flamenco. Et moi, j'ai trouvé cette double casquette Pilates et flamenco très intéressante parce que j'aime bien les mélanges. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est que le flamenco pour toi et comment tu es venu à cette danse ? Alors, je suis originaire du Pays Basque, donc très proche de la frontière. Et là-bas, c'est très, très commun que les petites filles, au lieu de commencer par la danse classique, commencent par la danse espagnole et le flamenco. Donc, j'ai démarré quand j'avais 6 ans. Et je suis sortie de mon premier cours en disant je serai prof de danse. Voilà, ça ne m'a jamais quittée. Même si j'étais vraiment pas douée, même plutôt anti-danse, j'ai envie de dire, plutôt pas faite pour ça. Et puis l'envie, je pense, la volonté, la certitude d'être à sa place aussi. La première fois où je suis montée sur scène, je crois que c'était la première fois où je ne me sentais pas jugée, où je me sentais à ma place. J'avais 6 ans, je me suis dit, moi, je veux ça pour toute ma vie. Ok, qu'est-ce que tu veux dire par quand tu dis que tu étais anti-danse et pas douée ? Alors, anti-danse, ça veut dire en flamenco, il faut avoir toujours les genoux un peu fléchis, une petite souplesse. J'avais pas. Déjà, on me disait fléchir les genoux, c'était compliqué pour moi. Et je pense que j'avais déjà un caractère un petit peu perfectionniste ou quoi. C'était très compliqué pour moi de voir à chaque étape le travail à fournir, et je prenais des cours, j'avais ma sœur dans les cours et je voyais qu'elle faisait tout avec tellement de facilité. Donc je me souviens que même ma prof a dit à ma mère, je pense qu'en flamenco ça donnera pas grand-chose. En revanche, elle a tout pour être une super danseuse classique. Et moi je me disais, non, je vais pas aller m'ennuyer dans un cours de classique. J'avais envie de quelque chose de plus vivant, donc je me suis accrochée.
Et est-ce que ta sœur, elle continue le flamenco? Non. Non, ah, c'est paradoxal. Comme tous les gens. Non, parce que dans ma carrière, du coup, de prof de flamenco, toutes les gamines où je me disais, oh là là, elle est incroyable, elle comprend tout. Mais tout, pas que dans le corps, la musique, l'intensité, les nuances, c'est que des gens qui arrêtent parce que finalement, quand on bataille, c'est meilleur. Oui, je suis d'accord, je peux identifier par rapport à mon parcours et qu'effectivement, tu avais, même s'il y avait des difficultés, cette volonté. Et donc, peut-être que c'est ça qui t'a donné le goût de la pratique. C'est pour ça qu'il ne faut jamais sous-estimer... Enfin, moi, parmi mes élèves, là, je pense à une qui aujourd'hui est magnifique. Et vraiment, si elle avait été dans un conservatoire, si le flamenco c'était en mode conservatoire avec examen à chaque fin d'année, elle ne serait jamais passée. Et même moi, je me disais, je la ferai jamais danser, mais sa mère me disait, elle adore. Je dis, très bien qu'elle vienne. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une de mes meilleures élèves. Elle adorait, elle était passionnée. Puis un jour, on ne sait pas pourquoi, il y a un déclic, il y a un travail. Et elle fait quand même une école aujourd'hui de comédie musicale, elle est extraordinaire. Donc on peut jamais sous-estimer, on peut jamais définir à l'avance le travail, la volonté, les envies, les rencontres, ce que ça donnera. D'accord. Bon, c'est bien. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de déterminisme, finalement. Non. Et ça, on defy the odds en anglais. Enfin, voilà. On défie les pronostics. Exactement. Alors, tu as parlé de l'opposition entre le classique et le flamenco. Oui. Et moi, je ne connais pas très bien la danse. Est-ce que tu pourrais expliquer en quoi le flamenco est différent du classique? Alors... Le classique, c'est souvent, même si c'est un orchestre, c'est une partition qui est écrite déjà musicalement. En flamenco, on va tout créer. Donc il y a déjà une liberté qui n'existe pas dans le classique. Il n'y a pas, en classique, tous les pas sont codifiés. Si je dis 6 sonnes assemblées entre chat à 4, tout le monde sait ce que c'est. Alors qu'en flamenco, chaque jour, avec mon pied, plante, écrase, talon, pique, pied plat, je crée à l'infini tous les pas que je veux, comme je veux, sur une rythmique que je veux. Donc déjà, le champ des possibilités n'est pas le même. Et demain, je peux... là, j'ai un gala, par exemple, samedi. Je ne vais pas répéter parce que je vais faire une danse qui va être dans ce qu'on appelle les codes du flamenco, c'est-à-dire je vais danser une solea et donc je vais lui dire 2 letras, ça veut dire il va chanter 2 couplets. Je vais rester dans une forme traditionnelle et comme si l'on jouait à un jeu de cartes, je vais amener des pas qui vont le guider. Je vais être le chef d'orchestre. Quand je vais faire tel pas, il va chanter. Puis j'attendrai qu'il termine le chant pour passer au chapitre d'après, à la partie suivante, et ainsi de suite. Et on va se suivre l'un et l'autre. Ok, mais donc si j'ai bien compris, tu sais pas ce qu'il va chanter et il sait pas ce que tu vas danser avant? Ça, c'est possible. Alors, si je fais un travail comme ma dernière création ou quoi, là où je vais avoir un travail de lumière et tout, là, on va répéter, ça va être monté. Mais non, là, si je te dis, on fait une partie de Rami, on distribue les cartes et on sait tous les 2 jouer au Rami. Bon, on joue. Là, je vais lui dire, je danse Solea. Il va juste me dire combien je veux de couplets. Et donc, on va partir sur 2 et on connaît la structure. Donc, il sait très bien qu'après, ça va être l'escobilla, la série de pieds, et qu'après, je vais devoir faire une accélération pour changer la rythmique, passer en bouleria. Il jouera, il chantera bouleria, et on ira, et il comprendra quand je vais conclure, et on va se guider l'un et l'autre. Ok, donc il y a quelque chose de plus intuitif, de plus spontané. Il y a quelque chose de plus intuitif, on est beaucoup plus en danger. Parce que un orchestre, n'importe quel... Enfin, je travaille aussi à l'orchestre, puisque je travaille aussi des opérettes. Il n'y a pas cette surprise. Bon, il va y avoir une surprise de timpi par rapport au chef d'orchestre ou quoi, mais bon... Là, quand on monte sur scène, on monte avec de l'humain, qui n'a pas de partition en face. Et c'est un peu le saut dans le vide, tout comme moi, si je trouve que je dois récupérer ou que j'ai pas envie d'être placée à cet endroit de la scène pour faire tel pas, je vais rajouter 2, 3, 4, 10 mesures et il me suit. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'être accompagné par des gens avec qui on est connecté, ce mot revient souvent, avec qui il y a un peu la même sensibilité, une grande complicité pour que, voilà, on se connaît, on sait où l'autre veut aller.
Très bien. Donc, ouais, la connexion, ça, c'est aussi un des axes du podcast. Complètement. Il y a une connexion individuelle et que ça permet aussi une connexion avec l'autre. Complètement. D'accord. Ben, merci beaucoup pour cet éclairage, parce qu'effectivement, moi, j'avais vu quelques spectacles à Séville, mais vraiment, en tant que néophyte et de l'extérieur, je n'avais pas perçu tout ça. Tu parlais du fait que quand tu es monté sur scène la première fois, tu t'es pas senti jugé. Et est-ce que tu pourrais expliquer ça? Parce qu'on pourrait se penser l'inverse, finalement. Oui. Que tout le monde te regardait faire une performance, et c'était peut-être... logiquement, on aurait pu se sentir, justement, super jugé. Dans un autre style d'interview, lorsque j'ai dit ça, la personne m'a dit « Donc, vous vous sentiez jugé tout le reste du temps ?» Bah oui, sûrement, visiblement, oui. Visiblement, à l'école, dans la vie, on attend toujours quelque chose de nous. Un public, il attend d'être ému, mais en fait, il cherche pas forcément une performance, il sait même pas ce qu'il vient voir. Donc, il y a déjà ça, de pas répondre à une attente. Alors, c'était plus vrai avant. Maintenant, avec la carrière, là, je sais que quand je présente une création, on dit « Ah oui, mais Valérie Ortiz, ça va être toujours... Ah oui, l'esthétique, ouais, ses costumes et tout ça. » Du coup, maintenant, j'ai cette pression parce que les gens attendent quelque chose qui soit un peu dans le style qu'ils ont l'habitude de ce que je peux proposer, même si du coup, il faut se renouveler et les surprendre. Mais... Et puis cette salle est noire, il y a tout cet espace vide qu'on peut gérer à sa guise. Non, c'est une liberté extraordinaire. Ok, donc ces attentes qu'ils ont maintenant, c'est un peu la rançon du succès, quoi. Comme tu les as charmés. C'est un peu la rançon du succès, c'est un challenge pour moi. C'est un challenge pour moi, donc du coup... Et en même temps, je crois que j'arrive à un moment où j'ai plus envie de faire peut-être ce qu'on attend aussi de moi. Donc là, j'ai monté une création où je suis basque. À un moment donné, il y a un rythme de flamenco, mais le chanteur, il chante en basque parce que c'est mes origines et ça reste du flamenco. Je change juste la langue. Et j'aime aussi beaucoup les musiques à l'orchestre. Donc j'ai mis aussi 2 moments qui sont enregistrés à l'orchestre. Et j'aime pas les robes avec 15 000 volants, les poids et tout. Donc il y en a pas. Et les gens sont pas perturbés, en fait. Les gens me disent « Ah, mais c'est élégant, il y a de l'esthétique et tout. » Donc, tout le monde est prêt aussi à accueillir autre chose. Il suffit aussi peut-être parfois de proposer. Ça passe ou ça casse, mais en tout cas, c'est en adéquation à ce qu'on avait envie de faire. Ok, donc là, c'est comme si tu avais gardé certains codes quand même du flamenco, une structure fondamentale, tu as construit autour des variations, en fait. Oui, et je pense qu'il faut pas renier la tradition. Il faut pas renier l'origine des choses. Ça, pour moi, c'est quand même important. On ne va pas non plus dénaturer. Je veux dire, c'est une culture, c'est un art, c'est des gens qui ont créé des choses. Donc, il y a le respect de ça, de la culture. Mais après, aujourd'hui, on a pu faire évoluer des choses. Je veux dire, quand le flamenco a démarré, les femmes, elles bougeaient que leurs bras et les parties de pied étaient réservées aux hommes. Donc aujourd'hui, les hommes travaillent enfin le haut du corps et les femmes, on a la même technique de pied. Parce que c'est né il y a combien de temps, le flamenco ? Mais le flamenco, ça fait plusieurs siècles, mais il y a eu une danseuse qui a vraiment fait évoluer les choses, qui s'appelait Carmen Amaya, qui a décidé de danser en pantalon et de faire des pieds. Et c'est elle qui a ouvert la porte à toutes les femmes, j'ai envie de dire, en tout cas, de dire, ok, nous aussi, on peut taper du pied. Et c'était quand est-ce qu'elle a vécu, elle a dansé, Carmen Amaya ? Carmen Amaya, c'était début des années 1900, puisqu'elle est née 1913, décédée 1963. Et donc, voilà, elle a une carrière de danseuse qui est notable. Notable. Et donc, elle a ouvert la voie. Elle a ouvert la voie. Déjà, elle a osé mettre un pantalon. Pour une femme, c'était déjà quelque chose. Et puis, elle a osé danser sur des tables qui étaient en bois et montrer que les femmes pouvaient taper du pied, avoir un style quand même, des mains très, très féminines et donc avoir un mélange comme ça de force et de féminité. Très bien. C'est tout toi, ça. Un mélange de force et de féminité. J'essaye. C'était intéressant aussi ce que tu as dit sur le fait de rester respectueux de la tradition. Oui. Et en même temps de pouvoir innover. C'est peut-être un peu la même chose aussi en Pilates, finalement. Oui. Est-ce que, du coup, maintenant, est-ce que
tu peux nous parler de ton expérience en Pilates? Qu'est-ce qui t'a amené à cet enseignement-là? Le Pilates, c'est toujours des histoires de rencontres. Hein. Donc, le lieu où je donnais mes cours de flamenco, il y avait un cours de Pilates. Le prof m'a invitée. Et là, ça a été un choc. Je dois dire, pour une danseuse qui s'entraîne 20 heures par semaine, être en difficulté sur un exercice qui paraît basique, avec des grands-mères qui le font sans difficulté à côté de moi, je me suis dit, waouh, là, il y a un truc bizarre dans cette méthode. Donc là, je me suis inscrite et puis je me sentais extrêmement détendue. J'avais l'impression d'avoir travaillé différemment, vraiment en profondeur, mais sans comprendre. Donc je me suis inscrite, j'ai vu que j'avais beaucoup moins mal au dos. J'ai essayé de comprendre les termes employés, bassin neutre, tout ça. Et du coup, je me suis dit, je vais faire la formation pour comprendre pourquoi au début, c'était même pas pour enseigner, c'était vraiment pour comprendre d'un point de vue anatomique, d'un point de vue enseignement, d'un point de vue la méthode. Pourquoi est-ce que ça marchait aussi bien? Pourquoi est-ce qu'on avait plus mal? Pourquoi est-ce qu'on dormait mieux? Pourquoi c'était aussi magique, quoi. Et alors, est-ce que tu peux expliquer ce qui t'avait posé problème dans ce premier cours? Alors que tu étais, donc, comme tu dis, athlète, quoi. Parce que je pense que les danseurs, autant quand on danse, on a cette connexion avec la musique, avec son corps, sa respiration, tout ça, on est quand même... on est envahi, on est connecté à cette musique et il y a l'émotion qu'on veut transmettre. En revanche, quand on va travailler notre technique, on va être déconnecté, donc on va peut-être faire des abdos. En tout cas, à l'époque, c'était bassin complètement basculé. L'important, c'est d'en faire 150. Enfin, voilà. Là, on en faisait 6 et ça suffisait, quoi. Donc, je pense que c'était une connexion qu'un exercice, une technique, elle doit aussi être connectée. Et tu parlais des douleurs que tu avais, parce qu'effectivement, en flamenco, avec beaucoup les impacts des pieds, est-ce que toi, tu avais des douleurs de dos, par exemple? J'avais des douleurs de dos. Alors, je pense pas que ça vienne vraiment de l'impact des pieds, parce qu'on est toujours genoux fléchis, ça sert d'amortisseur, mais c'est plutôt de la façon un peu dont on place le bassin, qui est très antéversé, une générosité un peu des côtes, très expressive, on est toujours un peu en extension, on est toujours un peu... dans presque la caricature de ce qu'on attend d'une danseuse de flamenco. On s'en rend plus compte, mais il y a cette façon de se tenir qui doit être un peu fière, un peu... c'est pas sans conséquence. Le corps est pas fait pour être comme ça. On projette beaucoup. On a une cage qui est très projetée. Donc ça, c'est encore très compliqué pour moi aujourd'hui. Quand je danse beaucoup et que je retourne m'entraîner en pilates, comme je le fais toutes les semaines, parfois, je passe presque l'heure à expliquer à mes côtes qu'elles n'ont pas à se projeter comme ça. Donc, il y a à la fois peut-être une contradiction et une complémentarité entre les deux disciplines, entre le pilates et le flamenco. Je pense que là, aujourd'hui, si je peux avoir le luxe d'avoir des partenaires de danse plus jeunes que moi et très en forme, c'est parce que je pratique beaucoup le pilates. Sinon, j'aurais trop mal partout, j'aurais déjà arrêté, je pense. D'accord. Donc, c'est intéressant. C'est vraiment un élément de ta préparation physique, artistique. Oui. Ah oui. C'est-à-dire que même si je dois préparer un spectacle et que j'ai beaucoup d'heures de répétition, effectivement, avec les musiciens pour qu'on se comprenne, avec le mec des lumières, avec tout ça, je peux pas enlever de ma préparation, je peux pas enlever... c'est au moins 2 heures de pilates dans la semaine. Ça, c'est vraiment le minimum vital. Ok. Et... du coup, tu as commencé à étudier le pilates pour comprendre comment ça marchait, mais finalement, tu es devenue prof aussi. Oui, mais c'est pareil, c'est les rencontres. Pour pouvoir avoir cette certification pilates, il faut s'entraîner à enseigner. Et du coup, on s'entraîne sur ses copines qui nous font cobaye. Et puis après, on est certifié. Et après, les copines, elles ont envie de continuer. Et du coup, les copines deviennent des élèves. Et puis, elles en parlent autour d'elles. Et puis, le bouche-oreille se fait. Et puis, finalement, on se dit, oui, je peux peut-être faire 1 cours, 2 cours, 3 cours, 4 cours. Et puis, on arrive à plein de cours. Et puis, on se rend compte que c'est bien agréable de faire du bien aux gens. Voilà, parce que justement, alors les copines, quand elles sortent de ton cours et qu'elles en parlent à leurs propres copines, qu'est-ce qu'elles disent sur tes cours? Elles disent « Ah, avec Valérie, on transpire beaucoup, c'est très très difficile, après on est super fit » ou comment elles font ta promo? Non, ma promo, c'est plutôt je dors mieux,
j'ai plus mal, alors que ce soit à l'épaule, au dos, je digère mieux. Et puis quand même, il faut dire, il y a quand même une silhouette qui évolue dans quelque chose qui est un peu attendu par les gens, il ne faut pas se le cacher, d'un point de vue esthétique. Mais même si au départ, elles viennent un peu pour ça, très vite, elles se rendent compte que les bienfaits, arriver complètement stressées avec toutes les réunions dans la tête et puis partir en se disant « Ok, c'est pas si grave ». J'ai 5 minutes de retard, mais j'ai respiré pendant 1 heure, j'ai travaillé tous mes muscles et j'ai pas mal au dos et ce soir je dormirai bien. Bah, elles y trouvent leur compte. Donc l'esthétique, c'est plutôt finalement un bonus et il y a quelque chose, un bien-être beaucoup plus profond, parce que tu parlais de sommeil. Moi, je l'envisage comme ça. En tout cas, les gens qui viennent, et j'ai toujours un questionnaire et il y a une des questions qui est « Qu'est-ce que vous attendez de ces séances de pilates ?» Et celles qui me disent « J'attends de maigrir et d'avoir des abdos », je leur explique que moi, je peux pas. Je ne sais pas. Et puis, personne ne pourrait leur promettre ça. Pour maigrir, il faut moins manger. Et je ne suis pas dans leur assiette. Et pour avoir que des abdos comme elles l'entendent, il faudrait faire que ça. Et du coup, aligner toute la posture du corps. Parce que des abdos tout seuls, ça ne fonctionne pas. Il faut travailler tous les restes du groupe musculaire. Donc, moi, je ne suis pas là pour les abîmer ou faire en sorte que dans 10 ans, elles aillent mal. C'est pas mon but. Et alors justement, quel type d'exercice ou de pédagogie tu proposes pour que les gens digèrent mieux, dorment mieux, soient moins stressés? Comment ça se passe une séance avec toi? Moi, je pense que la base de la base, mais je pense que là, j'ai des copines qui vont rigoler, c'est la respiration. Parce que pour moi, une séance, c'est d'abord débrancher la personne. C'est-à-dire lui faire oublier ses cours, son machin, le gamin, la réunion d'après quoi. Donc, c'est déjà rendre sa respiration volontaire, consciente, qu'elle sente bien ce que ça provoque chez elle. Et une fois que j'ai tout débranché, c'est venir rebrancher les connexions avec ce que j'ai décidé de travailler ce jour-là. Donc si c'est, je sais pas, une douleur de hanche, peut-être la mobilité de la hanche, peut-être elle a une douleur de dos, peut-être qu'elle a mal dormi la veille et c'est le coup, ou juste on fait une séance parce qu'on veut garder un corps mobile, un corps qui va bien et on travaille tous les groupes musculaires, toutes les articulations. Mais je ne pense pas que de travailler vite, fort, avec de nombreuses répétitions, ce soit un gain. Je pense que de travailler en conscience, ça les aide dans la vie de tous les jours. Je pense qu'on doit rééduquer le corps et rééduquer le geste de tous les jours. Une séance de pilates, pour moi, ça doit aussi servir à ça. C'est pas ah bah oui, au pilates, je me tiens bien, et puis je passe la porte, et puis je me ratatine. Voilà, j'aurais manqué quelque chose. Et alors, comment tu fais pour favoriser ce transfert de la pratique dans le quotidien ? Bah, quand je fais un exercice, j'explique un exemple dans le quotidien. Par exemple, si je veux travailler, souvent il y a une aliénation dans le geste entre je monte le bras, il y a souvent je monte l'épaule. Et donc, je leur dis, quand vous attrapez quelque chose dans votre placard, est-ce que réellement vous êtes obligé de monter tout le côté, l'omoplate, l'épaule qui vient en boucle d'oreille pour juste attraper un truc dans le placard? Je crois pas. Donc, leur expliquer et puis leur faire sentir les choses quand elles sont debout, juste mettre le poids du corps sur l'avant des pieds, ça met en tension le bas du dos. Si elles le sentent dans leurs doigts, je leur dis, quand vous attendez le bus, le métro, vous êtes situé où sur vos pieds? Est-ce que vous avez envie d'être en tension, dans le dos, pas? Donc faire aussi le lien entre les exercices, la vie de tous les jours. Oui, ça me paraît essentiel et c'est donc non seulement un entraînement, mais comme tu disais, un moyen d'éducation, complètement, en fait, de conscience du corps. Est-ce que ça a changé aussi la façon dont tu enseignais la danse? Parce qu'on a parlé beaucoup de ton activité, toi, d'artiste, mais tu es aussi enseignante de danse. Ouais. Alors, comment tu enseignes la danse et en quoi le Pilate a changé ta danse? Alors déjà, tous mes cours commencent par de la respiration, même en flamenco. Alors, beaucoup plus court, évidemment, c'est beaucoup plus soft, mais c'est juste leur dire, allez, on fait le vide, on atterrit, on inspire, on souffle, on monte les épaules 1 ou 2 fois, mais voilà, que ça serve de sas entre les deux. Et puis, ce que m'a appris le Pilate dans ma vie de danseuse, et du coup, qui rejaillit sur mon enseignement de la danse, c'est qu'on doit faire avec le corps qu'on a le jour où on s'entraîne. C'est-à-dire qu'on a pu passer des figures qu'on aime bien faire en pilates ou quoi le lundi, puis on y retourne le mercredi, et puis ça veut pas.
Et en fait, à chaque fois, on nous explique qu'il faut faire avec le corps qu'on a ce jour-là, l'écouter, trouver un autre chemin ou changer d'exercice. C'est pas quelque chose qu'on entend ça en tant que danseur. En tant que danseur, il y a une choré, il faut la passer, coûte que coûte, on y passe la nuit s'il faut. S'il faut, on va se faire mal, on a kiné le lendemain, mais on y va. Et du coup, dans mon enseignement, ça m'a peut-être aussi donné cette tolérance envers l'autre. Parce que peut-être que... Bon, je pense que j'ai toujours été bienveillante, mais peut-être qu'avant, je me disais, si je leur fais répéter 50 fois le truc, ça va rentrer. Là, je vais peut-être chercher d'autres chemins, je vais peut-être attendre, je vais peut-être me dire, non, en fait, elle ne trouvera pas ce chemin-là, cherche autre chose. Donc, peut-être un peu plus de bienveillance. Donc, en te mettant à l'écoute du corps, tu arrives à proposer des alternatives et finalement, ça te permet d'atteindre ton objectif que tes élèves, elles passent la séquence que tu veux leur transmettre. Ou alors, il faut aussi accepter, alors ça, je ne sais pas si c'est les années d'enseignement ou le Pilate, c'est aussi accepter que chaque corps a une limite. Okay. Et que la mienne n'est pas celle de Madame Bidule qui a 57 ans, qui est peut-être en surpoids, qui est hyper stressée, qui est complètement sédentaire derrière un bureau. C'est pas parce qu'elle vient 1h30 en flamenco que je peux l'amener à avoir un dos long, des bras bien loin de la tête, une générosité du mouvement. C'est peut-être accepter que son corps, c'est le sien, que je dois faire avec. Je dois l'amener au plus loin de ce qu'elle peut, elle, mais qui n'est peut-être pas mon objectif de base. Donc je pense que ça m'aide, le Pilate, à réviser les objectifs par rapport à chaque corps. Ok, et peut-être que finalement, Madame Bidule, quand elle repart, elle est très contente et t'as atteint ton objectif, quoi, même si elle n'est pas devenue... Ah oui, non mais... Alors, que ce soit en Pilate ou en flamenco, je pense qu'il faut... On fera pas... tous nos élèves de Pilate seront pas profs de Pilate et tous nos élèves de flamenco vont pas être danseurs. Donc, en un, c'est un temps qu'elles se consacrent dans leur vie qui est compliquée et surchargée. Donc, en un, c'est plaisir de venir et plaisir d'avoir partagé un moment, d'avoir dansé... mais d'être... Moi, je suis ravie quand elles échangent leurs bouquins, leurs recettes, quand Bidule dit il me faut un stage pour mon fils, mon machin, et que ça reste aussi un endroit de convivialité, d'échange, avec des passions communes, que ce soit le Pilate ou la danse. Un espace de connexion, quoi, finalement. Un espace de connexion. Incroyable, on en revient toujours à la même chose. Alors, donc, tu parlais de l'enseignement que tu donnes aux adultes en flamenco, mais tu enseignes aussi aux enfants ? Oui, j'enseigne aux enfants, pareil, depuis toujours. Il y a moins de cours enfants flamenco à Paris, je crois qu'on n'est que 2. Alors qu'il y a beaucoup plus, oui. Oui, c'est... Alors, ça n'a jamais été simple, les cours de flamenco enfants, parce que vous imaginez... Il faut imaginer quand même des petites filles de 6-8 ans à qui on met des chaussures à talons, des jupes qui tournent et des castagnettes. Donc c'est très animé, c'est très bruyant, il faut arriver à canaliser. Il faut arriver à expliquer aux parents et aux enfants qu'en fait, ça ne va pas être une garderie déguisée, mais qu'il y a un apprentissage. Et que c'est peut-être moins drôle que ce qu'elles auraient cru au démarrage. Donc, il faut apprendre son pied, à écouter une musique, à écouter la copine quand elle parle. Et en fait, la première année, c'est presque... évidemment, il y a l'écoute du flamenco, mais c'est latéraliser le corps des gamines, la droite, gauche, tout ça, savoir où je vais. Et puis, savoir vivre dans un groupe. Il n'y a que lorsque le groupe est réellement... formé, mais quand je dis formé, c'est-à-dire qu'à chaque vacances, on dit qu'est-ce qu'on a fait pendant ces vacances et que chacune puisse écouter l'autre, voilà. Et à ce moment-là, on peut rentrer dans un apprentissage. Ok, une cohésion, donc d'abord... Une cohésion. Ouais. Après, j'ai la chance de garder mes élèves très très longtemps. Là, j'ai mes jeunes adultes, j'ai des élèves que j'ai depuis plus de 20 ans. Donc, c'est super. Voilà. Donc j'en suis... voilà. Et ça, c'est génial. Et alors, tu as parlé un peu finalement d'échanger sur ce qu'on avait fait pendant les vacances, mais c'est quoi les leviers que tu as pour favoriser cette cohésion ? Alors en ce moment, je dois dire que les histoires de cœur les rassemblent beaucoup. Mais j'ai trouvé que c'était quand même très très animé hier. Donc je suis obligée de ramener un peu le calme. Mais voilà, les amoureux en ce moment, pour les 7-11 ans, c'est très très fort. D'accord. Et il y a donc... Et aussi, effectivement, donc c'est bien d'être ensemble et d'échanger, mais comme tu l'as dit, c'est aussi un apprentissage. Et
est-ce que c'est encore facile de transmettre une technique où il y a effectivement, à un moment, il va falloir une rigueur et une attention et une concentration et même aujourd'hui, est-ce que tu as vu une évolution chez les enfants ou... Oui, il y a une évolution. Je pense que ces 2 dernières années, il y a tout à refaire, malheureusement. Il y a l'avant-après Covid. Alors, il y a une évolution des cerveaux, il y a une évolution des corps. Ça reste des enfants qui n'ont pas bougé pendant une année, qui sont devenus sédentaires, qui ont subi quand même des stress. Je veux dire, elles sont marquées, là, elles sont inquiètes parce qu'à partir de la semaine prochaine, elles pourront enlever leur masque. Donc, ça génère aussi des angoisses. Donc, c'est être à l'écoute de ça, leur dire, si tu veux garder ton masque, tu garderas le masque. Celle qui veut l'enlever, l'enlèvera. Mais ça, c'est compliqué. Après, je pense qu'on peut toujours demander rigueur, exigence. En tout cas, moi, je sais que j'ai cette réputation en tant que prof de danse d'être exigeante. Je pense que quand c'est fait toujours avec respect de l'autre, c'est-à-dire il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas de méchanceté, elles sentent que c'est l'envie aussi de les tirer vers le haut. Et puis, il faut savoir, à un moment donné, moi, certains jours, j'en vois et je leur dis « je vais te laisser tranquille aujourd'hui ». Parce que je vois dans leur corps, dans leur visage que c'est pas disponible et elles acceptent tout ça. Je pense que quand on échange aussi d'autres choses que la danse, quand on est dans un climat de confiance, après, elles veulent bien se laisser guider vers autre chose. Après, je pense que ces 2 dernières années... Je pense qu'on doit tous changer notre pédagogie, surtout sur les enfants. La mémoire est compliquée, la gestion du corps est compliquée, les émotions sont décuplées. Quand elles sont tristes, c'est limite dépressif, et quand elles sont joyeuses, c'est limite excitation, rigoler pour rien, des cris. Je veux dire, oui, c'est pas des réactions qu'on pourrait dire ordinaires. Voilà, donc il faut faire avec, et puis petit à petit, je pense que c'est au rôle de tous les adultes qui les entourent de les ramener vers une vie un peu plus légère, vers rectifier un peu les réactions, les ramener dans ce qu'on espère revenir à une vie normale. Merci d'avoir écouté La Tête aux Pieds. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast, à me suivre sur les réseaux et à en parler autour de vous. Pour pratiquer avec moi, rendez-vous sur mon site adrienmater.com. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine.